nouvelles données sur les fouilles qui ont été menées dans le laboratoire? Ben, je sais pas. Parce que, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai plus accès du tout. Je suis passé à un autre film. Et en fait, pour rentrer dans Notre-Dame, les places sont très chères. Et une fois que nous, notre film a été fini, on n'avait plus le droit de rentrer. Nous, on est allé 100 fois. 100 fois, ça a pris, on a mis 3 ans pour faire les films. Donc, c'est la complexité de rentrer dans ce lieu, c'était aller sur Mars. Alors, vous avez répondu une partie des questions que je voulais vous poser. Déjà, un très très grand merci pour ce film qui est d'une qualité qui est éblouissante. J'ai adoré, je pense que je ne suis pas la seule, à tout point de vue, au niveau des images, au niveau du contenu. Alors, je ne sais pas si après vous avez eu un grand choix dans les intervenants. Ils sont tous clairs, ils sont passionnés, donc ils nous embarquent aussi chacun dans leur spécialité. Ça, c'est très très appréciable. Et alors, je me demandais, il y a eu, donc, comme vous le disiez juste à l'instant, les places étaient chères. Vous avez été nombreux à tourner en même temps, ou est-ce que vous aviez des jours ou des semaines qui vous étaient attribués? Ça s'est passé un petit peu comment? Non, c'est que en fait, nous, on avait vraiment un partenariat assez fort avec le CNRS, l'INRAP, et on était complètement liés au chantier scientifique. Donc, en fait, en très peu de temps, on a fait partie du décor quelque part avec justement les ouvriers. Et, en fait, on a dû passer même une formation de plomb, devenir opérateur plomb. On a passé aussi une accréditation de travail en hauteur pour pouvoir rentrer vraiment sur le chantier, parce qu'il faut savoir que pour rentrer sur le chantier, on se déshabille totalement, on nous donne des habits jetables, on prend un masque, on n'a plus le droit de manger une fois qu'on est rentré, on peut boire qu'à un seul endroit. Si on veut sortir, il faut prendre une douche. Et donc sortir pour manger, ça représentait 2 heures, donc on a dit qu'on ne sortait pas, on rentrait et on faisait la journée sans manger et on repartait le soir. En fait, on était pris dans un univers, on ne se rendait même plus compte qu'on était dans Paris, on était dans un autre univers. Et en fait, on était très peu d'équipes à pouvoir rentrer parce que justement, il y avait des conditions, il fallait des formations et puis il y avait des conditions de sécurité. Donc voilà, nous, on était vraiment liés à ce chantier scientifique. Merci pour la réponse. Et du coup, c'est bien aussi parce qu'on n'a pas idée aussi des conditions forcément dans lesquelles vous avez travaillé, qui n'étaient pas simples, et c'est bien de le souligner. Non, en fait, finalement, j'avais fait d'autres films où je suis parti en Antarctique, où je suis parti dans des moulins glaciaires à plus de 6000 mètres. En fait, c'est le film le plus physique que j'ai jamais fait. Pourtant, c'était au milieu de Paris, au cœur de Paris. C'était vraiment compliqué. D'ailleurs, on le voit également avec les archéologues qui sont obligés de travailler avec des... Tout ça, je pense que c'était dû pour éviter l'intoxication au plomb. Bah là encore, on est dans la dernière partie où ils n'ont pas encore. Il y a vraiment eu la partie où on était au début, où en fait à chaque gravat il soulevait des poussières de plomb. Donc là, il y avait des zones carrément interdites où il fallait avoir la formation, donc avec des respirateurs. Puis il y avait quelques zones qui étaient propres. Et petit à petit, ils ont réussi à décontaminer. Mais ça sentait vraiment le plomb. C'était à peine on touchait quelque chose, nos mains, il fallait des gants, il fallait mettre du scotch autour de. On avait des prises de sang tous les 2 mois pour vérifier si on était contaminé ou pas. Et tout le monde était. C'était pas simple. Merci. Est-ce que ça va être repeint en couleur? Il va y avoir sur les chapelles les couleurs que Viollet-le-Duc avait faites pour la restauration. Donc on va les restituer. C'est-à-dire qu'on va enlever la suie, puis on repeindre un peu là où c'était. Mais juste sur la flèche, quoi, le reste. Non, à l'intérieur, sur les chapelles. À l'extérieur, c'était pas aussi, non? Il y avait des statues. Ils ne vont pas repeindre des statues, ils ne vont pas repeindre comme ils vont laisser tel que c'était avant l'incendie. En fait, ils essaient de retrouver l'état à peu près déjà avant l'incendie et profiter du fait qu'ils ont enlevé toute la poussière de plomb pour restaurer aussi les chapelles, la poussière pour faire ressortir les peintures de Viollet-le-Duc. Mais ils ne vont pas repeindre comme au Moyen-Âge. Merci. Et là, ce qu'on voit pas dans le documentaire, c'est que chaque élément du Jubé qui était retrouvé a été numérisé en 3D.
c'est grâce à partir de ces numérisations qu'il y a plusieurs tentatives de restitution du GB tel que pouvait exister à l'époque, dans sa destruction. Ils n'ont pas fini encore de le numériser, mais c'est le projet, c'est-à-dire que chaque bloc, il y en a qui sont 300-400 kg où on ne peut pas les manipuler. Et en fait, il y a un groupe numérique qu'on voit dans les autres épisodes qui vraiment a numérisé même, en fait, c'est pour l'arc, donc l'arc Hublot s'est effondré. Au début, ils voulaient essayer de préserver le maximum de claveaux. Donc les claveaux, c'est les pierres qui forment l'arc. Et pour pouvoir les réutiliser, il fallait trouver la forme exacte. Sauf qu'il y a 70 claviaux, et donc en fait, les nombres de combinaisons possibles, en gros, c'est plus d'atomes qu'il y a dans l'univers. Donc au début, ils ont fait ça sur des dessins, ils ont essayé, ils ont fait appel à l'informatique qui a des algorithmes, mais ils ont réussi à avoir une solution qui était fiable qu'à 70%. Et donc en fait, à 70%, c'est pas encore assez fiable. Donc c'était complètement incertain de remettre des claveaux authentiques. Donc en fait, ils ont resculpté tous les claveaux, mais ils l'ont refait sur la mesure qui existait. Parce que du coup, il y avait grâce au numérique, ils ont pu voir à peu près la répartition, parce que avant l'incendie, heureusement, il y a quelqu'un qui avait fait un scan 3D avec un outil de géomètre, un laser, et donc ils avaient point par point toutes les coordonnées de chaque point justement dans la cathédrale. Donc ils avaient une image de l'arc Hublot hyper précis avant l'incendie. Donc il sera pareil, mais ça ne sera pas des pierres, ça sera que des pierres nouvellement taillées. Non, c'est complexe. En fait, on se rend compte aussi que le privilège, c'est quand on allait sur les échafaudages, on pouvait voir la cathédrale comme on l'avait jamais vu, et donc on a pu voir même les tracés justement des bâtisseurs du Moyen-Âge. Au début, sur les chapiteaux, ils mettaient le tracé où devaient tomber les voûtes, et ainsi de suite, et on voyait qu'elles étaient complètement décalées. Et en fait, si on regardait bien, si on se mettait en face, il n'y a pas un pilier qui est face à l'autre. En fait, la cathédrale est complètement tordue, il rattrape à chaque fois, mais en fait, notre œil, comme ça se répète à chaque fois et que c'est harmonieux, on ne se rend pas compte des décalages. Et en fait, c'est parce que la cathédrale, c'est quelque chose qui est hyper flexible, c'est pour ça qu'elle ne s'écroule pas. C'est pour ça que même avec l'élévation du métro, elle ne s'écroule pas, et c'est parce que c'est du bâti avec des joints, et donc les joints, c'est des fusibles. Donc si jamais il y a une rupture, elle n'est pas dans la pierre, elle est dans le joint. Aujourd'hui, on construit en béton armé, on pense que c'est plus solide, mais non, c'est faux. Le béton armé se fissure et peut se casser. Une cathédrale se fissure, mais là, c'est prévu en fait, dans les joints. Et quand le joint part, du coup, on retrouve la pression de la pierre, mais on garde encore une flexibilité. Je crois qu'il n'y a plus de questions, pas de remarques. Donc nous allons passer au deuxième documentaire de la soirée. On reste à Paris. Beaucoup.